Je voudrais vivre des temps révolus, car ceux qui les portent en eux les évoquent comme s'ils avaient injustement été chassés du paradis. Alors je me suis mis en quête de la bonne parole, de celle qui me raconterait l'histoire dans laquelle je pourrais m'inscrire. J'ai rencontré André et Mathilde. J'aime leur histoire. Aux mots, ils ont accroché du sentiment. C'est beau comme couleur, hein? Mais alors ça, c'est le drapeau de notre enfance, pas pour moi. Bah oui, moi aussi. C'est pour ça qu'on est ici. Bah, on l'a pas choisi, ça s'est présenté comme ça. Mais bon, l'autre est très joli, le drapeau. Quand c'est aux Jeux Olympiques, bon, puis il y a des Espagnols qui gagnent, ça me fait bien plaisir de le voir aussi. Enfin, bon, ça c'est le mien. Leur vie s'est écrite avec volonté. Ils ne sont pas restés broyés dans un recoin de l'histoire, prisonniers d'une tragédie et d'un mythe. En 1939, la guerre d'Espagne s'achève sur les cendres d'une république qui fascina le monde. André a 9 ans, Mathilde 6. Barcelona vuelve a la vida mientras los responsables de tantos y tantos crímenes huyen precipitadamente al extranjero. La importancia de la toma de Barcelona es tanta que puede asegurarse que la guerra entra en su última fase. Franco es invencible y en su lucha contra un enemigo poderoso y contra las potencias mundiales del marxismo y del Frente Popular ha demostrado que no es posible sino la victoria completa y sin mediaciones cuando se siente un ideal tan hondo como el que anima la actual cruzada española. Hoy y siempre, Franco, 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 ¡arriba España! Ici, on est à Figueras. Si, Figueras, c'est... la dernière ville où j'ai été en Espagne. Voilà, j'ai vécu. C'est d'ici que je suis partie en France. On est parti. Et tu as passé combien de temps à Figueras, en fin de compte? Je ne sais pas, mais plusieurs mois. Plusieurs mois. Oui, oui. Donc tu as eu le temps de t'installer un petit peu, d'y vivre pas mal de choses. Oui, oui. Mais c'est surtout le quartier là-haut que je connaissais, tu verras, là-haut. Mais ici, je venais là, que c'était le siège du Parti Socialiste. Et c'est une maison particulière, hein. Ils avaient dû l'occuper sûrement comme siège du Parti Socialiste. Je me rappelle, je me souviens qu'on avait dû traverser des pièces et il y avait des poupées avec des têtes de porcelaine. Et j'ai tendu les bras pour l'attraper, mais il fait non, non. Esto no se toca que no es nuestro. Ils avaient occupé la maison, mais c'était des particuliers. Puis à l'hôpital aussi, j'y suis allée. Je me rappelle qu'il y avait des soldats qui me disaient Ben, mira, ves, j'ai des petites filles comme toi, j'ai des enfants comme toi. Et ils me donnaient une orange, ou ils me donnaient des trucs, ou ils me faisaient des commissions de l'un à l'autre. Mais je me souviens aussi, c'était des jeunes qui me miraient comme à la cara, tu sais, avec un visage fermé, ils me regardaient pas, ils devaient souffrir probablement. Ils souffraient. Je savais que c'était les nôtres, c'était nos soldats. Ça, c'est un truc qui finit. Et là, je vais vous emmener là où on habitait avant. C'est une place où maintenant il y a le musée Dali, mais avant c'était un théâtre qui était à demi en ruine. Et bien là, il y avait des variétés. Je me rappelle qu'on y rentrait, il y avait un monsieur qui montrait des petits chiens.
tu sais, qui faisaient semblant de mourir, puis après on les enterrait, tout ça, puis il y avait des gens qui chantaient, et je suppose que c'était des comiques, des choses, des attractions pour les mômes. Et on rentrait toute une flopée, et les plus petits, on était comme ça, on rentrait sans payer. Là, une femme, elle n'avait pas le temps de nous compter tous, ça rentrait. Ça dit plus. C'était là notre maison, notre chambre. Punaise. Tu vois, il y avait une fenêtre tout comme celle-là là-bas. Il n'y avait pas de porte. Une fenêtre comme ça. Mais la porte là-bas, elle y était, tu vois. Tu vois, le château, c'est pas un château, c'est une sorte de palais, il était tel que. Tout ça, c'était plein dans les couloirs, partout. Chaque réfugié, il avait une chambre. Ça, c'est des souvenirs terribles pour moi. Mais alors, ça a changé, ça n'existe plus. La pièce, là, on est sorti de là. On allait manger. Il devait y avoir une table et 2 chaises. Moi, je mangeais par terre sur mon assiette, par terre. Et quand mon père il est arrivé en vitesse, il disait il faut partir, ils sont en train d'arriver. Alors on a eu juste le temps de ramasser les affaires, et on n'a même pas eu le temps de manger, tout est resté là par terre, comme ça, tout tel que. C'est gênant devant tous ces gens. Là, c'est passé mon enfance à cavaler. J'ai toujours cavalé. Mais ma mère, elle n'arrivait jamais à me mettre le grappin dessus. Ben, tu comprends pourquoi j'aime la rue? Mais oui, Voilà, parce que moi, j'ai passé ma vie, mon enfance, dans la rue. c'était une fille des rues. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Quand il y avait les bombardements, on venait se réfugier là. Sauf une fois qu'il y a eu un bombardement, tous les gosses ils étaient là. Et ma mère m'a cherché partout comme une folle. Et j'étais sur la route du château, parce que là-bas il y a la route qui mène au château. Je marchais, puis ils ont bombardé par là. Et ma mère me cherchait comme une folle, et qu'est-ce que je me suis fait aligner après. Puis tu te rends compte, il a été étroite la route. Et tout le monde qui défilait par là, des voitures, des camions bâchés, des camions pas bâchés, avec plein de gens. Ça, c'était le souvenir que j'ai, un défilé incessant jour et nuit, 2-3 jours avant qu'on parte. 2-3 jours avant notre départ. La frontière n'est pourtant pas loin, et d'un seul coup elle paraît inaccessible, comme si elle ne pouvait être traversée qu'au prix de tous les sacrifices, de tous les abandons. André et sa famille sont passés plus dans les terres, et donc plus haut dans la montagne. Ils croyaient tous que ce serait plus simple, mais toutes les routes ont une fin. Son père dut jeter le camion qui les convoyait dans un ravin, et ils ont atteint à pied une frontière qui n'était visible que sur les cartes, où elle ne se dessine que d'un simple trait. Mais sur le terrain, les Pyrénées deviennent une épreuve. C'était l'enfer. De voir tout ce monde comme si c'était le jugement dernier, quoi. C'était terrible. Ça... Voilà, c'est là le dernier souvenir de l'Espagne, c'est ça. Personne parlait. Et les pas, ils étaient étouffés par la neige, donc j'ai eu une sensation de silence
Après tout ce qu'on avait entendu, les bombardements, et puis à Gerona et tout ça, il y avait un trafic énorme de va-et-vient, de voitures, de camions, de gens. Là, bien sûr, il y avait beaucoup de bruit. Et puis alors ici, non, c'était une sensation de silence. On avait l'impression que c'était la fin du monde, quoi. Enfin, pour moi, puisque j'avais 9 ans à l'époque. Je ne sais pas comment ma pauvre mère, elle a pu faire pour trimballer 4 gosses, parce que mon père, il avait des valises, il avait une couverture sur le dos. Alors il y avait que ma mère pour 4 gosses, dont un, il n'avait qu'un an. Telman n'avait qu'un an. Je sais que moi, je tenais Concha par la main. Je tenais Concha par la main. Berta, elle marchait aussi. Ma mère, elle tenait par la main et l'autre, elle tenait dessus. Et on marchait, mon père était derrière. Mais comment on a fait pour aller jusqu'à Prats, là-bas? Bon, on a fait plusieurs étapes, puisque je te dis, on s'est arrêté dans la neige pour reposer. Mais je pense toujours à ma mère. Et comme ma mère, elle ne pouvait pas emmener les 4 enfants à la fois, c'est là qu'elle a laissé Telman et moi dans des ruines d'une bergerie pour descendre les filles. Et les femmes lui disaient qu'arrivé à Prats, on était contrôlés et on ne pouvait plus revenir en arrière. Ce qui a fait qu'elle a descendu les 2 filles jusqu'en bas, cette route-là, que je suppose qu'ils venaient par là. Et les femmes, il y avait des femmes, ma mère leur a expliqué le cas, et les femmes lui ont dit, mais laisse-nous tes filles, on va tous au même endroit, donc tu vas les retrouver et va chercher tes gamins. Alors elle a donné les filles aux femmes qui étaient sur le camion, elle est remontée à la bergerie, nous chercher mon frère et moi. Et c'est là qu'on est descendu à pied. Et puis on est arrivé à Prats. Prats de Mollio dans les Pyrénées-Orientales. Devant l'urgence de la situation, le conseil municipal siège quotidiennement. Le compte-rendu des délibérations témoigne de ces journées de misère en ces termes. Le 5 février 1939. Il pleut et il neige sur la montagne. Les réfugiés espagnols sont trempés et transis. Il est urgent de mettre tous ces malheureux à l'abri. Les classes, les escaliers de service des écoles, respectés jusqu'à ce jour, se garnissent de grappes humaines. Serrés les uns contre les autres, les femmes, dont la plupart allaitent des bébés, les garçonnets et les fillettes, grelottent de tous leurs membres, malgré les boissons brûlantes qui leur sont distribuées sans arrêt et les couvertures qui les recouvrent. Tout ça, c'était plein de monde, bien sûr. Plein de monde. Et là, il y avait une table avec des dames qui nous donnaient du pain blanc qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans et du chocolat. Alors ici, bien sûr, ça s'agglutinait puisqu'on s'arrêtait là pour prendre à manger. Et puis tout ça c'était un terrain vague, il n'y avait rien. Et les hommes, ils les faisaient partir par là. C'est là en bas, dans cette côte, qu'on a dit au revoir à mon père. Et on l'a embrassé et il est parti, bien sûr, avec d'autres hommes. Tout ça, c'était plein d'hommes. Et puis nous, ils nous ont fait partir par là, ils nous ont fait rentrer dans ce bâtiment.
sais pas si à l'époque c'était une école. Je sais pas. Là, il y avait plein de monde sur les escaliers, il y avait plein de monde ici. Et puis il y avait plein de monde à l'étage. Bien sûr, il fallait loger les gens. On avait eu tellement froid sur la montagne. Les pêcheurs, les autorités, elles étaient débordées. Hein. Ils ne s'attendaient pas à tellement de monde. Alors, ça n'a pas dû être facile pour eux non plus d'organiser l'arrivée de tous ces gens, quoi. Ouais, ce palier, c'est une étape de ma vie qui est très dure. Alors là, on est resté jusqu'à ce qu'il nous amène, je ne sais pas, je ne peux pas juger du temps, jusqu'à ce qu'il nous amène. Je pense qu'ici, il y avait une petite gare qui nous a amenés à Perpignan. Et dans le train, quand on y a été vers la gare, on cherchait toujours nos filles partout, quoi. Quand on a monté dans le train, on a vu que la cause était perdue, quoi, qu'on ne les retrouverait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je sais rien. À un certain moment, moi je suis resté tout seul avec le Tellman. Et ma mère a fait une tentative de sortir. Je ne sais pas où est-ce qu'elle voulait aller chercher les filles pêcheurs. Je ne sais pas. Et puis elle n'a pas pu sortir, donc elle est revenue. Puis il a encore fait une tentative avec nous deux, en laissant les frusques là. Et encore, on a eu la chance de retrouver Concha. Mais l'autre pêcheur, on ne l'a plus revu. Quand je l'ai connu, il était d'un esprit très, très fataliste, très lugubre. Je ne comprenais pas. Je dis, bon, d'accord, mais je ne comprenais pas pourquoi il était comme ça, si noir. Il avait un pull noir et ses idées, elles étaient noires. Et bien sûr, il me parlait alors de toute sa vie et tout ça. Et bon, maintenant, je comprends. Quand j'ai vu ça, je comprends beaucoup. Et ça a été aussi mon histoire, aussi l'histoire de sa sœur et de son petit frère et ses frères. Ça a été aussi mon histoire. Vous considérez qu'en France, d'un certain côté, pour vous, vous avez recommencé à vivre à peu près normalement à partir de quand, de quel moment? Moi, personnellement, dès que dans le Morvan, dès que j'étais à l'école. Donc c'était à la fin des années 39. À la fête de l'école 39, j'étais à l'école et j'ai chanté sur la scène pour la fête de l'école. J'ai descendu dans mon jardin, chanté Coquelicot Mesdames, avec un accent espagnol. Puis ma mère, elle pleurait. Les gens dans la salle, ils la consolaient. Et ça y est, je me suis sentie bien. Dans l'école, moi, je me suis sentie à l'aise. Bien. Moi, j'étais pas bien encore, je n'étais pas à l'aise. Encore que les gens là-bas, ils se sont comportés très bien avec nous. Le maire et sa femme, nous avons encore des lettres à la maison. Oui. Ils ont été gentils, ils ont employé ma mère pour qu'on puisse manger. Mais à la déclaration de guerre en septembre, on nous a enfermés en prison à Langres, donc.
Alors là, c'était encore l'humiliation, c'était encore... Donc, un an, on est resté un an. 11 mois, vous avez été en 11 mois, on est prison resté donc à cette Langres. prison. Et puis, mon père y est sorti du camp. Alors là, on s'est retrouvé donc avec le père, Il vous a réclamé. sans la Bertha, bien sûr. Et on a été vivre à Alonne. Là, j'ai été un petit peu à l'école. C'est là que je te dis que j'étais quand même humilié parce que les gosses, ils me traitaient de sale espagnol, que je venais manger leur pain. Il fallait se défendre, quoi. Et tu as commencé à te sentir à l'aise à partir de quand? À partir de Lourdes, après la libération, tout ça, et c'est quand j'ai vu ce fameux film de Manolete, que j'ai vu El Greco, que j'ai perdu ce sentiment de pauvreté, d'exclusion, d'humiliation. Quand j'ai vu El Greco, je l'ai trouvé tellement fantastique. Que, Danseur. Oui, le danseur El Greco et Rafael Romero, qui chantait une petenera. C'est là que c'est là que j'ai connu l'Espagne. Parce que j'en avais perdu la notion. Depuis qu'on était parti, j'en avais perdu la notion de l'Espagne. Et là, je me suis dit, si l'Espagne c'est ça, eh bien, je suis fier d'être espagnol. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Les autres, on s'en fiche. Oui, il y a son papa et sa maman là, à Madrid. Voilà, ça c'est André, ça. C'est à peu près quand ils sont arrivés en France. Ils venaient juste de récupérer Concha, hein? Ouais. Ils venaient juste de la récupérer. C'était le jour où on l'a retrouvée et ou voilà. le lendemain? Et puis ça, c'est à Madrid aussi. Ah oui. Alors ça, c'est celle qui nous manque. Bertha, c'est elle. Et vous étiez habillés en blanc, vous étiez mignons, hein? On était en face de la place de las Ventas, la place de Toros. Et ça, c'est moi à Barcelone. Alors, ça, il paraît que ce sera en 36. Il y en a une, on m'a coupé les cheveux à cause des poux. Mais une autre, on m'a coupé les cheveux parce que je suis tombée et c'est le pied d'une table et je m'étais blessée. Et une autre fois, j'ai reçu une bombe sur la tête parce que les gosses ont joué aux avions. Avec des bombes dans chaque main. J'ai reçu une bombe sur la tête. Au travers de tous ces souvenirs, je vois un florilège d'instants d'enfance qui se déroulent devant moi, précis et entretenu par le culte du drapeau. Ah, j'ai eu peur. Elles étaient plus où elles étaient avant. Elles sont sur ces vêtements. Avant, elles étaient dans les vêtements. Ouais. Ah, il y en a deux. Il y en a un que le grand-père il dit que c'est celui que lui il portait plié comme ça, et il le portait sur lui. Et quand ils ont passé la frontière à Bielsa, et ils arrivaient dans les villages le soir, ils réunissaient les gens, et bien entendu, ils montraient leur drapeau pour leur faire voir qui ils étaient, et ensuite ils donnaient une conférence. Enfin, ils parlaient aux gens pour leur expliquer pourquoi ils étaient là et qui ils étaient. Non? Donc ça, c'était le drapeau avec lequel il a passé la frontière. Donc ça, c'est celui qui m'a demandé qu'il veut l'emmener avec lui, que je lui mette sur lui avec lui. Chez André et Mathilde, quand quelqu'un parle du grand-père, il s'agit du père d'André. Il est le combattant, un de ces hommes que j'ai pu croiser et pour qui seul avait compté la guerre d'Espagne et la République. Aujourd'hui, il n'habite plus dans l'appartement, mais sa chambre reste en l'état. L'éventualité d'une proche disparition bouleverse Mathilde. Oui, c'est une boîte qu'il a fabriquée Ouais, parce que, au camp de concentration. voilà, parce que là, j'ai mis tout ce Avec qui est des... à lui, avec tous ces trucs, ces carnets du parti, tous ces carnets. Il doit y avoir la carte de la CGT, il doit y avoir les trucs Du Secours Rouge. de Solidaridad Obrera, Bataillon Alfonso.
FFI, Office du travail. Il était Voilà. lieutenant. Ça, c'est un carnet Sa carte. OPC de 1937. Ils ont été planqués, les carnets. Là où j'étais, ceci, même des tickets de métro parisiens, la carte, le menu de montant. Là. Sa parole à lui a été importante sur cette histoire-là. Énormément. Il vous en a beaucoup parlé? Ah, plus que parler, oui, c'était quelque chose qui était présent tout le temps. Enfin, pas pour moi, non. Pas pour lui. Moi, je l'ai oui. vécu, alors, bon, je l'ai vécu à ma taille et à mon âge. Oui, Mais Moi aussi. lui, il m'en a pas parlé, non. Mais j'ai connu son histoire plutôt par ma mère que par lui. et puis moi personnellement, tout me maintenait beaucoup à propos du grand-père. Et j'ai l'impression que le grand-père, que c'était notre dernier truc qui nous reliait comme ça à l'Espagne d'avant, il me semble. L'histoire a obligé André et Mathilde à se construire non pas une nouvelle vie, mais une vie dans l'exil. Raconter les Pyrénées m'est alors apparu comme écrire le roman des origines. Cette traversée a mis quelque chose de définitif dans leur vie, à leur insu. Je pense que pendant la jeunesse de nos enfants, pendant qu'ils sont nés, tout ça, on n'a pas été obnubilés par ce qu'on avait vécu. On a milité pendant des années. Justement, je pense que d'une certaine façon, il a raison. Parce qu'en fait, Oui, ce qui il a nous raison. a réunis, ce n'est pas le départ des Pyrénées, c'est le fait de ce que toi tu as gardé des Pyrénées, que ça a continué à Lourdes, ça a continué à Paris. Qu'est-ce qu'on était à Paris avec les jeunes de la Juventud. Oui, Et nous, c'est-à-dire à la lutte Juventud, continuait pour nous. et de se retrouver justement dans cette même ambiance d'Espagnol, de retourner en Espagne, mais comme banderas, avec des drapeaux, pas comme Pour ils sont nous, en retournés. fait, ça a continué. Bon, en mesure qu'on a grandi, parce que à 9 ans, mais bon, les années passant, on a continué cette lutte de revenir en Espagne, de vouloir revenir avec la République. On a suivi les parents, puis après nous, on s'est engagé jusqu'en 68. Jusqu'en 68, Bon, mais ça, d'une certaine façon. Et après, on l'a continué d'une autre façon, Voilà, avec bon. le flamenco. On a laissé en la 68, on a vu Prague et tout ça, ça ne nous a Bon, pas plu. ça, c'est autre on a chose. dit, ça, c'est pas nos idées, et on a laissé, c'est autre chose. on a arrêté de militer. Mais ça n'a pas empêché qu'après, on a continué sur d'autres choses, sur le flamenco, sur Lorca, sur sur la Machado, peinture, sur la peinture, mais en continuant le truc de l'Espagne, en laissant de côté. De toute manière, même Une après, certaine chose. même après les Pyrénées, l'Espagne, elle a été toujours présente dans notre vie. Leurs enfants sont originaires d'un pays inconnu. Ils mènent une quête sur la base du seul lien existant, l'expérience espagnole de leurs parents. Mais les questionnements des uns et des autres finissent dans le mur, celui du paradoxe. Manuel, le cadet, s'en fait l'écho. Pour un événement qui s'est passé il y a tant d'années, j'y pense assez souvent. Puis bon, le fait qu'on ait perdu la guerre, ça reste toujours un peu en travers, quoi. Donc même si il y a des fois je me dis, bon, mais si la guerre a été perdue par les républicains, c'est grâce à ça que mes parents sont venus en France et c'est pour ça que j'existe. Donc si d'un certain côté ils n'avaient pas perdu la guerre, est-ce que je serais là? Est-ce qu'on serait là? Je ne sais pas. J'ai mal au malheur des Soleares. J'ai mal à tes racines mémoires. J'ai mal à tes entrailles meurtries par tant de siècles soupirs. J'ai mal à la mer immense. J'ai mal au vent des almohades. J'ai mal à tes yeux flamenco, mal au poète de Grenade. Et j'ai le mal de tes larmes, et j'ai mal à tes guitares. Et j'ai mal lorsque tu danses, j'ai mal à ta soléa. J'ai mal au soleil qui brûle, brûlure de vive chaud, mal à ma terre andalouse et mal à tes chants si beaux. Ce sont des poignards qui entrent dans ma genèse flamenca, des poignards qui me condamnent à n'avoir jamais d'oubli. Et j'ai des songes d'aurore, des rêves où pointe le jour, des rosées sur ton visage pour ma soif de ton amour. Chant profond de mes racines, je t'aime pour le poids de tes chaînes, pour tes enclumes oubliées, pour tes enfants qui renaissent aux rives du Guadalquivir.
Et je ne suis pas andalou. Je suis madrilène. Je trouve que ces textes, c'est le reflet de l'Espagne et puis de la vie éternelle de l'Espagne, la vie triste, la vie misérable, surtout de l'Andalousie, des injustices, des vexations, des humiliations que les hommes ont toujours subies en Andalousie, parmi eux les gitans, qui sont venus au XIIIe ou au XIVe siècle. Et moi, j'avais tellement vécu de misère avec ma mère en Espagne que ça m'est rentré très, très, très profondément dans le cœur, quoi, le flamenco. Et bon, sans le vouloir et sans le savoir, j'ai fait des textes et des trucs que je dois au flamenco, parce que bon, moi, sans aucune culture, sans jamais pratiquement avoir été à l'école ni rien, ça m'est venu tout seul d'un jet. Soledad est l'une de leurs 3 enfants. Je la croise souvent chez ses parents, et elle écoute avec moi son père. Si je m'étonne qu'elle puisse passer par là presque quotidiennement, elle m'explique que de ne pas les voir une journée crée un manque pour elle. Sa volonté est claire, être le plus près possible. C'est une femme qui a donné naissance à Ravensbrück. Ça s'appelle... J'ai donné la vie dans un camp de la mort. Alors, maman me l'a passé, elle avait peur de le lire, que ça lui fasse mal. Elle a vécu des choses effroyables, mais elle ne regrette pas d'avoir vécu ça. Et je pense que les parents, c'est pareil, ils ont vécu des moments difficiles, des moments durs. Mais d'une certaine manière, c'est, comme tu dis, une certaine richesse, un plus. Ils ont vécu ça, ils étaient là à ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire autrement que de le vivre. Ils sont pas nés avant, ils ne sont pas nés après, ils étaient là à ce moment-là. Ce qu'ils ont vécu, en plus, c'est leur vécu, c'est... je le porte en moi aussi. Je le porte en moi, mais bon, j'en ai pas fait de cauchemar. Comme eux, ils en ont fait, les pauvres. Beaucoup. Ouais, je crois que mon père, il en a fait beaucoup. Oui. Ce sont des programmes de Paris. Sur le flamenco, ça c'est un autre de nos amours, d'Yves Montand. Et voilà, tout ça c'est des ballets espagnols que j'ai vus à Paris, au Théâtre de l'Étoile. Ça c'est Antonio et Rosario. C'était 2 grandes étoiles du flamenco. Ça c'est Rosario qui est venu après qu'elle s'est séparée d'Antonio. Valderrama, ça c'était un grand chanteur de flamenco. Et ça c'est le top niveau de la danse espagnole de tous les temps. C'est Carmen Amaya. Elle, ça a été aussi... Bon, c'est la plus forte. Ouais. Tu en as vu certains de ces spectacles, toi, Soleil, ou non? Mais non. Au cinéma, mais c'est mauvais au cinéma, ce qu'elle a tourné, c'est mauvais. Non. Par contre, il y a des enregistrements des musiques où on entend ses pieds, quoi. C'est de la folie. Rien que ça, rien que d'entendre les pieds, tu te dis c'était une bombe. Ouais. Voilà, ça c'est celui que j'ai vu dans le film sur Manolete, José Greco. Et pour moi, c'est le plus grand. Le film, c'est lui qui m'a fait aimer le flamenco et l'Espagne. C'était un grand seigneur, José Greco. C'était beau, hein? Ouais, elle a de la gueule. Ah, la tête qu'il avait. Et c'est ainsi que l'histoire des uns fonde l'histoire des autres.
Chacun des enfants gravite autour d'André et de Mathilde, tel l'électron autour du noyau. Frédéric, le fils aîné, se trouve sur l'orbite la plus éloignée, mais il gravite tout de même. Tout petit, tout enfant, on n'a pas conscience, je crois, de ces choses-là. Le fil conducteur de l'histoire, c'est plus tard, vers 14, 15. On prend conscience d'une différence. On est différent par rapport aux autres gamins. Le fait qu'il y ait une histoire forte, qui a un passé intense, qui est vécu peut-être moins, ou qui transparaît moins vivement chez les autres. Voilà, chez nous, c'était important, c'était intense. Ça, c'est le Saint-Jacques le Majeur. Je sais que c'est très mauvais, que c'est médiocre, mais le fait de mélanger les couleurs, c'est jouissif. Quand tu mélanges un bitume avec un rouge, ça te donne toute une gamme de couleurs, c'est époustouflant. C'est un plaisir physique. Je trouve que le Gréco, c'est une peinture terriblement moderne. Goya, c'est moi. Quand j'ai connu, il n'aimait pas. Il ne le connaissait pas. Lui, il aimait Murillo. Il aimait les peintres italiens, Raphaël, De Vinci et Murillo. Et Goya, il ne le connaissait pas. Et là aussi, on s'est un peu chamaillé. Non. Pour moi, le peintre espagnol qui représente l'Espagne est Goya. Moi, je sais que ma première émotion picturale, j'avais 12 ans. San Antonio la Florida. Et c'est en voyant El Entierro de la Sardina de Goya. Ouais. Je l'ai vu dans une revue. J'ai trouvé ça... Bah oui, maman. Ouais. C'est pas l'original. Je ne sais pas pourquoi il m'a plu ce tableau-là. Je ne sais pas. Mais je le trouve toujours très beau. Et je sentais mon cœur qui battait vite là quand je suis allée le voir. Et je le trouve très beau. Ces blancs-là, ils sont lumineux, ils sont beaux, ils se détachent. Et puis cette joie des gens, c'était carnaval. J'ai beaucoup aimé. Je me souviens plus ce que j'ai vu pour la première fois de Goya. Enfin, je sais que quand on a été al Prado à Madrid, les peintures noires Est-ce que tu te souviens m'ont bouleversé. Et il y a un tableau qui m'a bouleversé plus que les autres, c'est la bagarre des deux mecs qui sont en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. Là. Oui. La bêtise humaine. Et ils vont périr tous les deux. Voilà, ça c'est un peu notre lutte à nous. Faut être... Tout, il y a l'autre. C'est la conscience et la bêtise humaine. Il y a 2-3 trucs dans ma vie qui m'ont fait un choc et qui m'ont fait pleurer. C'est quand un jour que j'ai dû aller faire un voyage à Madrid, j'étais toute seule, il n'y était pas, et en me promenant en la Casa de Campo, et je suis tombée par hasard sur San Antonio la Florida. Bon, à cause d'autres circonstances, à cause d'autres choses, je suis rentrée là et je suis tombée dans le pont, parce qu'il y en a deux petites chapelles. Et je suis tombée dans la bonne, dans celle où il est enterré. Et il y avait des gens qui sortaient, et le gardien, il me fait « Goya ». J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un mot de passe. Bon, faut dire qu'il y avait des circonstances. Elle était en mission clandestine. J'étais en mission clandestine. Alors j'ai cru que c'était Goya. Puis là, j'avais la tête ailleurs, parce que bon, il y a des tas de trucs comme ça. Et aussi, passé. Oui. Madre, aquí he caído yo, punaise, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était ce que... Je ne savais pas où c'était, je suis tombée vraiment par hasard. Digo, si j'étais chrétienne, je dirais, me ha llevado Dios, me ha llevado San Antonio, me ha llevado allí. C'était juste ce que je voulais voir et j'avais pas de plan, j'avais rien. Alors j'ai une peur bleue. Goya, dis aussi. L'Espagne clandestine croise l'Espagne identitaire.
En famille aussi, l'Espagne possède plusieurs niveaux de lecture. Les enfants y sont entrés à l'occasion des vacances, tout sourire. Ils m'ont parlé de la piscine, des musées et de la mémoire de leurs parents. Enfin, moi, je devais avoir 6 ans, 7 ans. On partait de Paris, on partait le soir pour 1 semaine, 1 mois de vacances. Est-ce qu'il y avait une appréhension? Les parents, ouais. Chaque fois qu'ils passaient la frontière, au début, oui. Je sentais l'angoisse, la trouille du flic, la trouille des guardias civils. Quand on passait la frontière, qu'il fallait montrer les papiers, oui. Sans nous affouler, sans nous dire quoi que ce soit, nous on le ressentait. Enfin, moi je le ressentais. Et c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, aller en Espagne, j'étais pas toujours tranquille. L'Espagne entre la crainte et l'excitation. Manuel, lui, lorsqu'il était enfant, ne se rendait pas compte des recherches de ses parents. Sa prise de conscience de l'aspect pèlerinage est arrivée tardivement, à regret. Une fois, on est allé pas loin de la frontière, à Figueras, par là où était passée ma mère. Mais je l'imaginais enfant, elle me racontait qu'elle était partie sur une route en allant vers un château. Et il y avait des bombardements, alors bon, exactement où, je sais pas. Et j'ai cette image d'elle petite allant vers le château. Donc j'ai cette image dans la tête. Plus ou moins consciemment, j'ai refait les schémas qu'on faisait quand on était gosse. Je suis passé dans des endroits sciemment, je suis passé dans des endroits que je connaissais exprès parce que je voulais les retrouver. J'ai refait mon mini pèlerinage à moi à ces occasions-là. Et une fois que tu l'as eu fait? C'était agréable, mais c'était pas pareil. C'était plus aussi, c'était pas aussi intense. C'était pas désagréable, hein, c'était. Mais ça manquait un peu. Il manquait un peu l'information. J'en avais, mais c'était de la seconde main, en quelque sorte. Lorsque Franco meurt, la chape de plomb se lève en Espagne. André et Mathilde se retrouvent confrontés à la question du retour. Le parti français, il avait dit, bon, les Espagnols, ou vous partez en Espagne, ou vous rentrez dans le parti français. Bon, vous ne militez plus, c'est fini. Alors bon, bah, pour nous, c'est ni l'un ni l'autre. Le grand-père, lui, il a continué avec l'histoire des guérilleros. Et lui, il aurait voulu, c'est qu'on aille en Espagne et qu'on continue là-bas. Mais moi, j'avais ma mère, il y avait les enfants. Ça nous faisait trop. C'était trop de choses à gérer, trop de trucs. Donc, il nous en voulait beaucoup. Et à partir de là, ça commençait à se refroidir les choses. Et puis, il se faisait la tête, et puis tout ça. Puis après, bon, André, il est parti avec le flamenco, il s'est désintéressé. Puis après, Soledad, il est parti avec le flamenco. Et comme Soledad, elle a représenté ce que lui, il voulait toujours faire, c'est-à-dire être danseur. Parce que c'était son rêve à lui, danser, mais il ne danse pas qu'il veut. Alors un jour, c'était 83 je crois, je peux dire d'Henry. La troupe d'Antonio Gades est venue présenter Carmen à Nîmes. Les parents avaient des places, ils devaient y aller. Et mon père me dit, vas-y, maman me dit, va avec ton père, je te laisse ma place, va. Et je voulais pas y aller, je me dis, non, ça m'intéresse pas, je veux pas y aller. Il dit, allez, viens, viens, si tu verras, ça va te plaire, c'est chouette, viens. Je dis, bon, je viens. Pour que tu me foutes la paix, je viens. Que tu me laisses tranquille, je viens. Et on y est allés tous les deux voir ce spectacle au théâtre de Nîmes. Et pour que papa me laisse tranquille. Hein. Et tu me casses les pieds avec ton flamenco. Et là, bah, j'ai découvert le top, quoi.
Je tenais la main comme ça de papa, j'ai serré. Spectacle formidable. Je pleurais. J'ai pleuré. J'ai gardé les yeux comme ça pour pouvoir ne pas en perdre une miette malgré les larmes. Et je dis à papa, papa, je veux faire ça. Ah. Non, papa, il a... Ça, c'était les critiques. On était gosses, hein? Ben oui. Elles sont pas terribles. Des heures de répète. Et ça, c'est la dernière fois que j'ai dansé, moi. J'ai plus dansé depuis. Voilà, la première photo Ah, voilà. quand elle est sortie. Dans la presse, au Vauvert. Tiens, c'était en 86. 86, tu vois. Août 86. C'était super. On a passé le moment. Super sympa. C'est sympa. Ah ouais. La porte secrète. Ouais. Quand on était en prison, on apprend à tout faire. Tout. Moi, j'ai appris à broder, j'ai appris à tricoter. J'ai continué, puis j'ai fait les robes de soldats. Hop. Ça, c'est un châle. Alors, petite fantaisie, je voulais les petits nœuds là, sur les côtés. Sacré boulot, hein. Elle est unique, celle-là. Hein. J'en ai jamais vu ni. Et quand je l'ai, que je tourne, on dirait vraiment qu'il y a le feu. Il y a le feu en bas, quoi. Il y a des fleurs dessus. Il y a des œillets que j'avais peints pour cacher les taches. On avait un spectacle. On était devant les arènes. Et je l'ai traîné pour la première fois. Et quand je suis sortie avec... Ça fait du bruit. Ouais, ça sifflait. Ouh. Parce qu'elle est vraiment très belle. Celle-là, elle te fait un corps de reine. La robe rouge. Et quand tu soulèves, il y a le jupon noir avec pois blanc. Elle jette beaucoup celle-là. Alors on l'a transformée. Enfin, papa l'a transformée, il lui a rajouté des manches et puis on a acheté du tissu noir à pois blanc. Et voilà. Il est un peu raide, un peu plastifié pour lui donner de la tenue. Du fil pour le linge, non? Ah oui. Pour étendre le linge, tu sais, pour lui donner une certaine raideur. Un décolleté magnifique dans le dos, décolleté carré. Là, maintenant, ce que je ne ferai peut-être plus, c'est partir à la recherche de mon enfance. Pour moi, j'arrête. Oui. J'arrête la recherche de mon enfance. Je l'ai recherchée longtemps, là. Et alors, ce que les enfants voudront, on leur dira, on leur imposera pas. On leur a jamais imposé à aucun. Mais si nous, on leur avait pas parlé d'Espagne, ils auraient perdu. Nous avons des copains qui n'ont pas transmis leur histoire d'Espagne à leurs enfants, qui ne parlent même plus espagnol, qui ont l'âge de Soledad, Emmanuel et Fred. Ils parlent français, ils ont complètement oublié l'espagnol. Il faut dire aussi que nos parents, ils nous ont toujours aussi beaucoup parlé. Hein. Oui, oui. Ta mère, elle t'a toujours parlé. Le père, il parlait moins, mais ta mère, elle t'a toujours parlé, et la mienne, beaucoup aussi. Pour eux, il y a l'Espagne d'avant et l'Espagne d'aujourd'hui. Et c'est deux Espagnes différentes. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui fait sens? C'est vrai, c'est assez amusant parce que je m'en suis rendu compte à plus d'une fois lorsque je suis allé là-bas. On m'a souvent fait la remarque comme quoi je parlais un espagnol un peu désuet. Alors, donc ça se traduit même dans le langage. En fait, j'emploie des mots ou des expressions qui se font plus, qui sont un peu passées de mode. Alors, des fois, j'interloque un peu mon interlocuteur. Il me regarde et il me dit d'où il sort lui. Et puis
2 ou 3 fois, c'est arrivé qu'on me dise mais tu parles bien espagnol, d'où tu viens, d'où tu sors? Ça c'est ma mère qui me le chantait à moi. Duérmete mi nene, duérmete mi sol, duérmete cachito de mi corazón. ¿Y qué es hijo? ¿Vamos a dormir ahorita? Ah, que sí. Países estelos palirán, cante verán. Je suis à moitié espagnol, moitié provençal. Je dis les deux. Je suis français, définitivement. Ma culture est profondément française, pas espagnole. J'ai un fond espagnol en moi, indéniable. Je sais un certain nombre de choses, je sais d'où je viens, je sais où me rattacher, mais sans conteste, je suis français. Ma patrie, c'est la France. C'est mon pays. Voilà, je viens d'Espagne, mais je suis français. Dis bonjour. Bonjour. Hugo, mamie. Ça va? Oui. Ça a été? Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. Bonjour. On passera jamais à autre chose. Enfin, si. Si. On passe à la vie de tous les jours, aux petits-enfants, aux enfants. Si. Oui. On va passer à autre chose parce que c'est justement ce à quoi moi je veux. Parce que l'autre jour, en parlant avec Solé d'une chose tout à fait qui n'avait rien à voir avec ça. Autre chose, à propos de la petite, je dis, oh, moi quand j'étais gosse, elle me dit, mais quand est-ce que vous allez finir de nous embêter avec vos souvenirs d'enfance? Alors, putain, je sais pourquoi elle me dit ça. Bon, ça n'avait rien à voir, mais est-ce qu'on leur casse pas les pieds aussi avec tout ça? Non. Bon, Manu, il a été très intéressé parce que lui, il s'intéresse beaucoup à ça. Sol et moi. Lisa, c'est une lettre de Solé. Une lettre de Soleil? Ouais. Tu veux pas la lire, non? Si, toi, tu lis bien. C'est le 1er octobre l'année dernière. À nous, alors qu'elle nous voit tous les jours. Hein. C'est une lettre Ah, de... mais ça, c'est son truc, à Solé. Il y a toujours des petits mots. Je partais en voiture, Le 1er octobre. Nîmes le 1er octobre 99. Je partais en voiture et quand je l'ai vu tout petit, dans le rétro, avec son pantalon noir, les mains dans les poches, comme je l'aime, comme je les aime. Et plein d'images me sont venues en tête. J'ai pensé à eux, la putain de vie qu'ils ont menée. À l'âge de ma fille, ils ont passé la frontière dans le froid et j'ai pensé à la guerre d'Espagne, à ceux qu'ils ont vécu comme je les aime. Le peu de bol qu'ils ont eu, les soucis, les problèmes, ça ne les a pas empêchés de devenir des gens formidables, de mener une vie digne, malgré tout, de bien élever leurs enfants qu'ils ont tant aimés. De toute mon âme, je vous aime, mes parents, de toute mon âme, vous êtes avec la petite ce que j'ai de plus cher au monde, parce que vous êtes mes parents et parce que vous êtes bien tout simplement. Le tout petit dans le rétro, c'est toi. C'est toi, mon papa, je t'aime. Ma maman, je t'aime, mon papa. Tous les deux pareils, avec autant d'amour pour l'un que pour l'autre. Je serai à vous deux pour la vie. Votre fille, Soledad. Elle est sympa, non? Ah, elle est spécialiste, elle est comme son père. Elle écrit tout. On en a plein en pagaille. Non, mais c'est pour dire que même s'ils disent Ouais. vous cassez les pieds avec vos... ils s'y sont accrochés, ils y tiennent à nos histoires, à nos Ouais. vies, quoi. Et qui font partie de la leur. Maintenant, nos vies, c'est la leur aussi. Hein.